Agora News, Manager Group, bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale au format un peu spécial, 35 à 40 minutes ce matin avec le géant mondial du e-commerce, Alibaba, version française. Nous sommes avec Sébastien Badeau, le directeur général d'Alibaba. Et oui, il faut bien le voir, en France, Alibaba est en pleine croissance, en pleine ascension. Et au niveau international, Alibaba, c'est le géant mondial, 2 fois plus gros qu'Amazon, il faut le rappeler. Nous sommes bien sûr ici pour parler supply chain, logistique, expérience client. Alors déjà, on va se tourner vers vous et merci d'être avec nous ce matin, Sébastien Badeau. Je précise, on parle 30-35 minutes et ensuite nous aurons des questions donc avec les directeurs d'opérations supply chain qui sont bien sûr branchés avec nous, qui nous regardent. Aujourd'hui, Alibaba France, on ne peut pas en parler comme Amazon parce que vous êtes en phase de décollage. Ça pèse quoi en France, Alibaba ? Alors, déjà, Alibaba, la première mission qu'on a eue, c'était d'aider les entreprises françaises à aller se développer sur le marché chinois. On a amené depuis 5 ans plus de 300 marques françaises, dont certaines ont des résultats absolument fulgurants et font aujourd'hui plus de 50% de leur chiffre d'affaires en Chine. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est une opportunité de croissance, une opportunité de créer aussi de l'emploi et de faire rayonner en fait la France en dehors de nos frontières. Donc c'est d'abord un travail d'export vers la Chine et ça on travaille et on continue à travailler beaucoup là-dessus sur toutes les catégories de produits, sur la cosmétique, sur l'alimentaire, sur la mode et aussi beaucoup sur le luxe forcément, ce qui est un peu l'apanage de la France. Et on a développé une plateforme spécifique pour les marques de luxe qui est présente maintenant depuis 3 ans. Quand on a commencé, il y avait 0 marque de luxe. Aujourd'hui, il y a quasiment 70% des marques de luxe qui sont présentes sur cette plateforme et c'est un succès absolument phénoménal. Après, on a aussi une plateforme en France qui s'appelle AliExpress, qui a été lancée il y a 10 ans. Et on a accéléré dans les 2 dernières années le développement en France, notamment en recrutant des équipes locales et en commençant à intégrer des marchands français sur la plateforme. Au début, c'était que des marchands chinois qui vendaient aux consommateurs français. D'accord. Maintenant, il commence à y avoir des marchands français également. Alors, le nom Alibaba est extrêmement connu avec le fondateur Jack Ma qui s'est mis maintenant en retraite, qui est à la retraite d'ailleurs, il faut le préciser. Une sorte de retraite. Voilà. Bon, alors le nom est très connu. Il ne faut pas oublier, ça fait 22 ans qu'Alibaba existe dans le monde. Donc presque autant qu'Amazon, quoi, pratiquement. 99. Et, voilà. Et deuxièmement, en France, 5 ans de présence. Donc on l'a compris, le Alibaba normal, j'allais dire version classique, a aidé les entreprises françaises à exporter. AliExpress, si je veux acheter des objets, des biens de consommation, je peux vraiment passer par AliExpress actuellement, comme je le ferais pour Amazon ? Alors, je pense que c'est des plateformes qui sont assez différentes. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que AliExpress est uniquement une place de marché, une marketplace. Donc, c'est que des marchands tiers qui vendent. Donc, c'est pas un retailer traditionnel qui a des stocks, etc., etc. Les stocks qui sont tenus par les marchands. Après, je pense que c'est beaucoup des produits complémentaires. Mais dans tout ce qui va être mode, tout ce qui va être décoration de la maison, tout ce qui va être sport, tout ce qui va être électronique grand public aussi. On commence à vendre beaucoup de téléphones, alors pas forcément pas des iPhones, mais on va vendre des téléphones de fabricants chinois, par exemple des Oppo, des Huawei et autres. Mais on commence à intégrer de plus en plus de produits. Je pense que mais ce qu'il faut voir, et je pense que c'est très intéressant dans la plateforme, c'est que c'est une nouvelle manière de vendre. Je pense que on travaille beaucoup sur l'innovation, on travaille beaucoup sur un public plus jeune. Je pense que si on demandait la notoriété spontanée d'AliExpress chez les 35-55, elle est peut-être faible, mais chez les 15-25, elle est extrêmement élevée. Et derrière, on travaille aussi sur l'innovation autour de tout ce qu'on appelle le New Retail. Parce que l'apanage aussi d'Alibaba, je pense que la Chine est devenue le leader en termes d'innovation autour du retail. Et nous, ce qu'on fait, c'est on essaie de créer ce lien entre ce qui se passe sur des sites internet et ce qui peut se passer dans des magasins. Et on a notamment fait un pop-up store en octobre dernier pour mettre en avant justement toutes ces innovations technologiques et créer aussi tout le lien autour de quelque chose auquel on croit beaucoup, qui est le live streaming, qui est une nouvelle manière de vendre où il y a des influenceurs qui peuvent être des gens connus, qui vont aller mettre en avant des produits. C'est une sorte de téléachat 2.0 si vous voulez, et qui permet derrière de vendre beaucoup de produits. Et ça, on y croit beaucoup. C'est un marché qui fait 60 milliards de dollars en Chine aujourd'hui. Donc c'est en ça que vous vous démarquez du format traditionnel d'Amazon ou de ces discounts, par exemple, qui sont quand même tous les marketplaces. Mais là, pas que, mais vous donnez aussi une préférence aux produits innovants venant de Chine, qu'on ne connaît peut-être pas déjà en France, forcément. Donc c'est une manière de valoriser aussi l'avancée technologique chinoise. Je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter, de prendre un peu tout ce qu'on a appris et ce qu'on apprend sur le marché chinois, en effet, et toutes les innovations qu'on développe sur le marché chinois, et de les amener ici. Et puis après, c'est les consommateurs et les vendeurs qui vont adapter, parce que ce sera pas, on peut pas calquer. Et AliExpress, d'ailleurs, n'existe pas en Chine. C'est une plateforme qui n'existe
qu'en dehors de Chine. D'accord. Et l'idée, c'est de l'adapter et au fur et à mesure, en fonction justement de ce qu'on voit, ce qui plaît aux clients, ce qui leur plaît pas en termes de produits, donc sur l'offre produit, mais après derrière aussi sur la manière d'interagir avec les marques et d'interagir avec le site, on adapte en fonction de cela. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que AliExpress au départ était une plateforme qui était la même, quels que soient les pays. Aujourd'hui, on est en train de la localiser et d'en faire une version française plus adaptée aux consommateurs. On peut payer avec Alipay aussi, qui est l'un des grands succès du groupe. Alors Alipay, c'est vraiment une plateforme qui est pour les consommateurs chinois. Ouais. Donc Alipay aujourd'hui, on le considère comme le concierge, on va dire, pour les touristes notamment chinois lorsqu'ils viennent en France. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, mais on espère qu'ils vont revenir rapidement. Mais aujourd'hui sur AliExpress, on peut payer avec une carte bleue, on peut payer un peu de toutes les manières possibles. Mais Alipay, c'est vraiment plus aujourd'hui, c'est que pour les consommateurs chinois. Alors, vous m'aviez expliqué il y a quelques mois qu'il y avait aussi une nouvelle technologie qui se mettait en place, c'est le parcours virtuel d'achat. C'est-à-dire on se retrouve dans un magasin et on fait son choix. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est vraiment de l'intelligence artificielle qu'on ne trouve pas chez Amazon, hein, c'est bien ça. Donc c'est le parcours client qui est complètement nouveau et évolutif. Je pense que ce qui est très intéressant en Chine, c'est qu'il y a une révolution du commerce qui est évidente, qui est poussée aussi beaucoup par les jeunes. Et nous, on est obligés, quelque part, mais on est content de le faire parce qu'on est une entreprise des technologies, donc une entreprise d'innovation, de continuer à essayer de surprendre en fait, le client en permanence. Parce que sinon, il va aller chercher quelque chose ailleurs. Et donc, en effet, tout ce qui va être réalité virtuelle, réalité augmentée. Mais quand je vous parlais de l'histoire du pop-up store qu'on a fait en France, ce qui était hyper intéressant dans la technologie, c'est que quand vous arriviez dans le magasin, vous preniez votre téléphone, vous preniez une photo de n'importe quel des produits et automatiquement, on vous donnait toutes les informations sur le produit à partir juste d'une recherche d'images. Ça, c'est une innovation qui est hyper intéressante parce que combien de fois est-ce que vous allez être dans un magasin, vous allez voir un produit et vous allez mettre 3 ou 4 minutes pour trouver l'étiquette qui va vous donner la taille ou le prix, etc., etc. Là, en une photo, en une seconde, vous avez cette information-là. Ça, c'est de l'innovation technologique. Donc, je pense que l'idée, c'est, et on est au début de cette innovation, je pense que l'idée, c'est aussi de créer des mondes qui sont un peu entre le divertissement et l'achat. Et je pense que c'est ça aussi la différence en Chine qui n'existe pas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, nous en France, et pas qu'en France d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis aussi, l'e-commerce, c'est avant tout gagner du temps. C'est j'arrive, je trouve mon produit, je le mets dans mon panier, je l'achète et je l'ai chez moi le lendemain. En Chine, il y a un vrai sujet autour du divertissement, de ce qu'on appelle le shoppertainment, si vous voulez. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener ça et d'essayer de trouver. Et là encore, on ne peut pas calquer le shoppertainment chinois en France, on va développer quelque chose de nouveau. Et l'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont très créatifs. Et toute l'économie qui est basée sur ces créateurs, qui est vraiment l'économie de demain aussi, ce qu'on appelle la creator economy, elle va pouvoir bénéficier de tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment de donner les outils. Nous, ce qu'on permet, c'est on est une entreprise qui fluidifie et qui va donner les outils aux créateurs et aux consommateurs pour pouvoir faire le lien et après derrière avoir la meilleure expérience d'achat possible. Alors comment se passe justement cette chaîne logistique, la supply chain, elle s'organise comment chez vous? Alors la supply chain, là on est au balbutiement, mais on a fait des investissements assez importants, notamment en Belgique, à Liège. On est en train de développer, alors on a perdu pas mal de temps malheureusement à cause de du Covid et de la crise, mais on pense que dans les mois ou l'année qui va venir, on va réussir à avoir une plateforme logistique assez importante basée à Liège qui ira dans les deux sens, c'est-à-dire qui permettra aux marques françaises avec lesquelles on travaille et qui veulent aller vers la Chine d'envoyer des produits et qui iront directement dans des zones franches en Chine et qui pourront être livrés aux clients à partir de ces zones franches là-bas. Il y en a une à Hangzhou d'ailleurs, là où est basé Alibaba, et de l'autre côté pour des marchands chinois. Donc l'idée c'est, mais clairement on va travailler beaucoup pour muscler notre tissu logistique. Oui, pour l'instant pas d'entrepôt encore en Europe. Alors à Liège il y aura un entrepôt à Liège. Et aujourd'hui on travaille, après on a quelques entrepôts, on travaille avec des partenaires en particulier. Et ça, je pense que ça c'est une chose qu'il faut comprendre dans la galaxie d'Alibaba qui est assez différente dans notre manière et dans notre ADN et dans notre manière de faire, c'est qu'on est une entreprise qui est extrêmement ouverte et je pense que c'est le mindset en fait de la place de marché. Quand on est en place de marché, on travaille d'un côté pour un client qui va acheter un produit et de l'autre côté pour la marque qui va vendre ce produit. Et il faut que les deux soient satisfaits pour que ça fonctionne. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, il y a cette logique d'ouverture et de créer juste une couche technologique. Et même dans la supply chain, en Chine par exemple, Alibaba n'a pas 100% de sa supply chain et ne contrôle pas 100% des produits. On travaille avec avec énormément de partenaires, des sous-traitants.
Mais on a mis en place la couche technologique qui fait que quand une commande est effectuée, on sait que c'est cette plateforme logistique qui doit aller le livrer. Et derrière, on sera amené à faire des choses assez similaires probablement. Désolé de vous taquiner un peu avec ça, mais pas être encore plus efficace qu'Amazon, c'est pas évident parce qu'ils ont atteint un niveau de réussite. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis, ils ont un monopole. Votre ambition. Alors, je ne sais pas si Amazon a un monopole aux États-Unis. Pas loin quand même. Je crois qu'ils sont à 30% en termes de e-commerce. Non, mais enfin 30% de part de marché, peut-être même plus. C'est quand même pas mal. C'est des gros leaders. Voilà, c'est pas un monopole. Voilà. Alors bon, ok, c'est gentil de le dire pour eux. Votre ambition, c'est d'être un jour meilleur qu'eux ou d'arriver Moi, je pense on se compare pas à nos concurrents, on se compare à nous-mêmes, on essaye d'être meilleur qu'on était la veille, ça, tous les jours. D'ailleurs, c'est un des principes d'Alibaba, c'est que c'est la logique de aujourd'hui, notre baseline d'aujourd'hui, c'est le meilleur d'hier. Donc, on essaie toujours de s'améliorer, c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, AliExpress, d'ailleurs, une des faiblesses d'AliExpress, il faut le dire, c'est les temps de livraison qui sont assez lents. Alors, en termes de prix, par contre, on est extrêmement bien positionné parce qu'on vend, c'est les fabricants quelque part qui vendent en direct aux consommateurs. Mais c'est vrai que les temps de livraison sont très longs, donc on va essayer d'améliorer ça. On s'est donné des objectifs assez clairs là-dessus, qui étaient à terme. Alors on va voir combien de temps va être ce terme, mais c'est de pouvoir être sur 72 heures sur la plupart des produits qu'on vend. Donc il y a une marge de progression, c'est une évidence, et c'est sûr qu'on va essayer de s'améliorer dans les années à venir. Et donc vous utiliserez les systèmes de livraison français, il n'y aura pas de système propre à Alibaba? Alors il y aura, on va travailler avec des partenaires, c'est déjà le cas, on a pas mal avec Relais Colis, avec pas mal de partenaires locaux. Et après derrière, pour revenir sur la logique d'innovation, nous, on travaille beaucoup sur l'innovation. Et quand je vous disais qu'on travaille avec des partenaires logistiques en Chine, par contre, il y aura des centres de distribution qui ne sont pas opérés par Alibaba, mais par contre, on va donner accès à nos évolutions technologiques, à nos innovations technologiques aux gens qui opèrent. Après, à eux de choisir s'ils les utilisent ou pas. Mais à terme, ce qu'on pourra faire aussi, c'est dans tout ce qui est automatisation, dans tout ce qui est supply, meilleure compréhension en fait aussi de la demande. Je pense que c'est là aussi on peut être très fort. Dans le CRM également, utiliser cette innovation pour être plus efficace. Alors, on va résumer un petit peu. Aujourd'hui, Alibaba, en France, c'est encore en cours de décollage. Quand vous dites on va, c'est quand finalement cette maturité? Mais on fait, c'est pas on va, on fait. Mais le jour où on se dira, je suis sur mon smartphone, je passe une commande, j'ai le choix entre Amazon, Cdiscount ou Alibaba. À quel moment on va pouvoir justement basculer sur cette offre? Mais je sais pas si c'est vraiment la manière dont on réfléchit à ça. Non, mais je pense que la question c'est plutôt de répondre à la demande de nos consommateurs et de voir en quoi est-ce qu'elle évolue. On va pas se dire tiens qu'est-ce que vend la concurrence et il faut qu'on vende la même chose. Non, nous ce qu'on essaie de voir c'est de répondre à la demande déjà des marchands qui sont sur nos plateformes pour revenir à cette logique de marketplace et de l'autre côté que ça puisse être en phase avec la demande des consommateurs. Donc nous ce qu'on essaie de bien comprendre c'est comment évolue la demande de nos consommateurs et comment est-ce qu'on peut la mettre bien en phase avec nos marchands. Et cette maturité, vous la voyez quand? Mais moi, je pense qu'on a déjà un vrai degré de maturité, puisqu'on est aujourd'hui, quand on regarde les différents classements d'audience, il n'y a pas de classement efficace, évident d'audience, mais les classements d'audience nous mettent dans le top 10 des sites e-commerce en France, donc je pense qu'on a déjà atteint un degré de maturité qui est assez important. Moi, ce que je trouve vraiment, mais au-delà de ces objectifs-là, ce que je trouve très important, c'est cette logique de nous adapter, de faire partie de l'écosystème français, d'intégrer de plus en plus de marchands locaux aussi, et ça c'est hyper important parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, et ça on l'a vu pendant le Covid, de digitalisation des entreprises. On veut aider ces entreprises à se digitaliser. Y compris des commerçants. Y compris des commerçants. On a fait en sorte que n'importe quel commerçant peut intégrer la plateforme de manière gratuite. On développe aussi des outils de training pour les aider à intégrer la place de marché. Il y a 2 ans, 100% des marchands sur AliExpress étaient chinois. Aujourd'hui, il n'y a plus que 70%, il n'y a que 30% qui sont des marchands européens. Ça montre qu'il y a une vraie progression et à terme, on va essayer de développer ça aussi. Et bien sûr, la bataille se joue aussi sur les données, la collecte des noms donc des clients. C'est quelque chose qui est primordial. Alors pour moi, la donnée, c'est pas la collecte de noms des clients. Pour moi, la donnée, c'est comment est-ce qu'on... D'abord, c'est pas la collecte de noms, parce qu'on anonymise tout ça. C'est la data de manière plus large. Je pense que la logique, c'est de se dire, pour revenir à ce que je disais, c'est comment est-ce qu'on comprend en fait le comportement d'achat et comment est-ce qu'on peut, grâce à la technologie, voir où est-ce que les choses vont. Et derrière, ça peut instruire non seulement la demande du client, mais aussi le fabricant. En Chine, on a fait quelque chose d'hyper intéressant. On a travaillé d'ailleurs avec L'Oréal, où on a défini des profils types de clients.
en utilisant des données qu'ils avaient eux, des données qu'on avait nous, en les croisant de manière complètement anonymisée, etc. On a défini ces profils et derrière, L'Oréal en fait travaille sur des développements de produits pour répondre à ces profils de personnes. Et en l'occurrence, en Chine, c'est sur la cosmétique homme, qui est un marché qui n'existe quasiment pas pour le moment. Et en fait, on est en avance de phase quelque part, en prédictif, en utilisant la data. On arrive à développer, on travaille sur des développements de produits qui vont répondre à ces demandes-là. Moi, je trouve ça très intéressant. Et ça, c'est une manière intelligente d'utiliser la data sans que ce soit quelque chose de négatif ou qui pointe des gens du doigt ou qui prennent des noms, etc., etc. Mais donc oui, ça vous intéresse quand même de connaître les profils des clients français. Voilà, j'imagine que ça c'est très important de voir pourquoi ils vont chez vous plutôt que chez un autre. Alors surtout, nous ce qu'on regarde, la seule chose qu'on peut regarder c'est ce qu'ils font chez nous. Et en effet, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'ils évoluent. Alors les personnes qui achetaient leur fréquence d'achat, les types de produits, les recherches qu'ils font, etc., etc. Mais c'est pas une personne en question, c'est un groupement de personnes, c'est les jeunes, les hommes versus les femmes, etc., etc. Les acheteurs de produits de sport versus les acheteurs de consumer electronics, mais c'est pas une personne donnée. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Amazon est contraint ou sera contraint d'ouvrir ses fichiers, de partager ces fichiers. Hein, c'est la Commission européenne qui demande ça. Alibaba sera aussi, j'imagine, soumis aux mêmes règles. Nous, on travaille main dans la main avec on a des équipes à Bruxelles qui travaillent main dans la main avec la Commission et on travaille avec les pouvoirs publics aussi là-dessus. On fait partie de ce débat et c'est un débat hyper important et qu'on soutient totalement. Donc si je vous comprends bien, vous ne voulez pas être finalement en concurrence avec Amazon. Ce n'est pas un terme qui vous convient. On a l'impression que c'est un peu une sorte de néo-capitalisme où on n'ose pas trop être trop offensif. Quoi. Non, mais je pense que il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que Alibaba continuera à avoir le cœur de notre métier, il est quand même en Chine, parce qu'on a un marché de quasiment 1 milliard de clients, déjà etc. D'office, vous êtes le double d'Amazon. Donc c'est extrêmement important. Après, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser nos forces et les adapter à des nouveaux marchés. Et je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'assez philosophique là-dedans, et c'est peut-être moins du capitalisme brut et c'est peut-être plus lié à la philosophie chinoise, en effet, de se dire mais comment est-ce qu'on peut utiliser les forces et les utiliser comme levier qui sont l'innovation technologique, le lien qu'on a avec les fabricants en Chine, le fait qu'on réussisse à avoir développé des plateformes qui parlent aux jeunes. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est d'utiliser ces forces-là et pas de se dire comment est-ce qu'on est numéro 1 ou comment est-ce qu'on bat un tel, etc. Voilà. On a bien compris le positionnement d'Alibaba au niveau mondial et en France en particulier avec des grands projets, des investissements, des recrutements, vous l'avez dit également. Merci infiniment en tout cas Sébastien Badeau. On a découvert et on en sait plus sur Alibaba, le géant mondial, rappelons-le, du e-commerce, le 2 fois plus gros qu'Amazon au niveau mondial. Merci, restez avec nous sur Agora News.